Bonsoir à tout le monde. Et, je crois que je suis un peu stressé par tout ce monde. Je m'appelle Abdoulaye, je suis un membre du collectif des jeunes mineurs isolés de Rouen. Et au nom du collectif, je tenais à vous remercier. Je tenais à remercier toutes les personnes ici présentes dans cette salle qui ont pu effectuer le déplacement. Mais sans oublier aussi les personnes qui ont voulu être là mais n'ont pas pu. Mesdames et messieurs, l'heure est grave. Mais nous tenons à exprimer nos profondes et sincères gratitudes à toutes ces personnes qui, de loin ou de près, ont quand même apporté un grain de sel dans la lutte du collectif. Si nous sommes debout aujourd'hui, c'est grâce à votre soutien. C'est grâce à votre soutien indéfectible que vous nous apportez nuit et jour. Que vous étiez là depuis le tout début de la lutte ou que vous venez de nous rejoindre aujourd'hui. Votre présence à nos côtés montre que la solidarité n'est pas qu'un seul simple mot, mais c'est un acte concret. Votre engagement également à nos côtés, qu'il soit matériel, moral ou militant, est notre plus sincère rempart contre l'isolement. Merci de porter nos voix où elles sont plus souvent étouffées. Merci de croire avec nous. Merci de croire avec nous en un avenir meilleur pour tous ces jeunes qui sont ici présents parmi vous. Et si je peux me permettre, tout le collectif fait également un spécial remerciement au foyer de Rivière, que nous appelons plus souvent le restaurant sénégalais. En prononçant déjà ce nom, je vois le sourire sur ces jeunes. Parce qu'ils savent, depuis le tout début du campement jusqu'à maintenant, jusqu'à l'heure où je vous parle, certains sont quittés directement dans ce foyer pour prendre leur repas avant de venir ici. Ce foyer qui, quand même, nous offre par jour, chaque jeune, un repas gratuit. Et sans oublier également toutes ces personnes autour de nous qui ont pu contribuer à l'évolution du collectif du début jusque-là. Et un petit remerciement peut-être à Cécile. Mesdames et messieurs, cette réunion, c'est la vôtre. Pendant cette réunion, il va y avoir un moment de partage, un moment d'échange et de construction pour la suite de nos actions. Mais avant tout, nous allons déjà essayer de visualiser ensemble un court-métrage sur la lutte du collectif. Et à la suite de ça, comme je l'ai dit, on va essayer d'échanger sur la situation du collectif et tout ce qui en suit en fait. Je vous remercie. Maria. Je m'appelle Maria. Sangolana. Je suis angolaise. Viens aqui de 2025. Je suis venu ici en 2025. Dormi na rua. Je suis dormi dehors. Dia 13 de agosto. Le 13 août. Em
encontrei uma senhora que lhe pedi ajuda, não estava a entender o que, é que ela estava a falar francês, eu não sabia falar um pouco francês. Je veux être très clair, je ne viens pas ici comme candidat, donc je ne vous ferai pas de discours de campagne. Nous avons un meeting à côté, c'est une chose, mais je suis ici comme maire pour témoigner d'un certain nombre d'éléments que peut-être certains d'entre vous ont déjà en tête, mais qui ne sont peut-être pas connus de tous et toutes, et qui me semble important de signaler, parce qu'ils reflètent à la fois les défaillances de notre République et des difficultés concrètes humaines auxquelles sont confrontés tant et tant à la fois de nos compatriotes et tout simplement d'êtres humains à Rouen, en Seine-Maritime, en Normandie, en France. Chers camarades, chers amis, soutiens et citoyens de Rouen, nous vous remercions d'être venus si nombreux aujourd'hui pour cette réunion publique. Si nous sommes réunis dans cette salle magnifique, c'est pour témoigner d'une réalité que certains voudraient ignorer, mais que nous portons fièrement, celle de la lutte pour la dignité et les droits fondamentaux. Derrière les logos du collectif, il y a des visages, des parcours et surtout une volonté inébranlable de construire un avenir ici en Rouen. Je vais juste vous parler de ce qu'est un mineur non accompagné et un petit peu des démarches administratives et juridiques quand il arrive en France, pour essayer de débunker toutes les idées reçues, mais aussi un petit peu essayer d'éclaircir tout ce qu'il peut y avoir comme questionnement. Le mineur, quand il arrive en France, quand il se présente auprès du département, il est évalué. Alors en Seine-Maritime, il est évalué par le CAPS. Et dans cette évaluation, elle est faite par 2 évaluateurs de manière pluridisciplinaire, normalement, c'est le texte qui le prévoit. Elle est faite par 2 évaluateurs et en 1 heure et demie, on va demander aux jeunes qui est parfois polytraumatisé, de parler de sa vie, de son parcours, de son trajet, de qui il est et de son futur. Tout ça en 1 heure et demie devant 2 personnes inconnues. Et à partir de ce moment-là, on a 2 personnes qui vont nous dire si cette personne est mineure ou majeure. Eu escrevi num papel, a senhora entendeu. Elle avait écrit dans les papiers pour montrer à la dame. Depois a senhora me levou no CAPS. Après la dame, c'est la dame qui l'a mené au CAPS. Depois no CAPS fiquei lá durante uma semana. Et là-bas, au CAPS, j'étais pendant 1 semaine. Depois, dia 20, fiz avaliação. Elle avait fait son avaliation. Depois, no dia do meu aniversário, dia 21 de agosto, Après, en fait, il avait fait l'évaluation, c'était les jours de son anniversaire. que me tiraram fora, dormi mais na rua. Et c'était les jours là où le CAPS l'avait évalué majeur et il était obligé de redormir dehors. Me deu um papel e me escreveram 115. Ils ont donné les papiers pour contacter 115. Eu não sabia falar francês, não tinha como eu ligar o 115. Vu qu'elle ne parlait pas français, elle n'avait pas aussi moyen d'appeler 115. Dormi mais na rua durante 3 dias. Elle avait dormi à la rue pendant 3 jours. No dia seguinte, um senhor viu o papel que estava comigo. Après, le lendemain, elle s'est croisée avec un monsieur. Ele também falava francês, não estava entendendo coisa que eu estava a falar. Et en fait, le monsieur aussi parlait français. Vu qu'elle ne comprenait pas français, c'était vraiment difficile pour elle. E ligou a sua namorada, que também é uma angolana. En fait, vu qu'il est blessé, sa femme parlait portugais, elle avait appelé sa femme. E aquela moça disse, tá bom, vou te ajudar. Et en fait, c'est la dame qui a accepté de E me levou na resistência. et c'est la dame qui l'a amené à rester. Se encontramos com Kevin, Et c'est là où il s'est croisé avec Kevin. me deu advogado. Et ils ont donné l'avocat. Depois não tinha mais sítio de dormir. Aquela senhora disse que eu posso dormir na casa dela um dia. Vu qu'à l'époque, là, il n'y avait pas de place, et la dame avait accepté pour qu'elle puisse dormir chez elle. Depois de noite, o Kevin ligou, Après la nuit, Kevin l'avait appelé. que falou que
tem uma casa da família que pode me ajudar durante uma semana. Et Kevin avait appelé pour lui dire qu'il y avait une famille d'accueil pendant une semaine. E fiquei durante casa da família durante de agosto até novembro. Et il est resté là jusqu'en novembre, en famille d'accueil. Depois me meteu no apartamento do RMCM. Et après, il a isolé à l'appartement du RSC. Avant d'aborder les défis qui nous attendent, le collectif des jeunes mineurs isolés de Rouen tient à exprimer sa profonde gratitude envers ceux qui constituent son rempart quotidien. Un immense merci aux organisations syndicales, aux associations de Rouen et les bénévoles qui avaient une présence constante à nos côtés. Par votre soutien logistique, financier et humain, vous avez prouvé que la solidarité ne s'arrête pas aux frontières. Vous avez compris que nos droits sont liés aux vôtres. Merci également aux partis politiques qui nous accompagnent depuis le début. Votre présence à nos côtés dans les manifestations et dans les instances de décision est essentiel pour faire attendre notre voix là où elle était étouffée. D'abord, je voudrais signaler qu'avec quelques collègues élus, en particulier Zora, Mimi qui est présente ici, vous savez peut-être qu'à Rouen, depuis 2020, nous avons une délégation parmi l'équipe municipale en charge spécifiquement des questions liées aux réfugiés, aux migrants, aux MENA. Et c'est Zora qui assume brillamment d'ailleurs cette responsabilité. Vraiment, je tiens à la remercier parce que ça fait un travail absolument remarquable. Nous avons donc reçu le collectif. Je ne me souviens plus honnêtement quand c'était la première fois, mais ça fait déjà maintenant un certain temps. Et j'ai été surpris à l'époque du fait que nous étions, à vrai dire, les seuls élus du territoire. Je parle des élus en responsabilité dans les collectivités locales, à les recevoir et à parler et à dialoguer en direct avec le collectif, qui peut d'ailleurs en témoigner. Pourquoi je dis ça? Je vais être direct, on ne va pas se cacher derrière son petit doigt. Les questions d'aide sociale à l'enfance, les questions des MENA, les questions de solidarité au sens très large, relèvent en droit français de la décentralisation du département. Le département de Seine-Maritime, non seulement est absent, mais est volontairement absent. Et c'est encore beaucoup plus grave, parce qu'il peut y avoir des défaillances des équipes, de manque de moyens, et c'est le cas d'ailleurs, notamment en ce qui concerne l'aide sociale à l'enfance. Mais je prétends et j'affirme ici, comme je l'ai déjà dit publiquement à plusieurs reprises, qu'il ne s'agit pas seulement, c'est déjà grave, d'une défaillance, il s'agit d'une volonté politique qui fait écho à une volonté politique nationale. Et pour ma part, je regrette comme maire, je vous ai dit, je vous parle comme maire, mais je témoigne du fait qu'à ce jour, et sauf erreur de ma part, mais corrigez-moi si je me trompe, les seuls élus, c'est-à-dire ceux en capacité de décider et d'indiquer au service faites ci, faites ça, agissez comme ci, agissez comme ça, qui vous ait reçu et qui ait travaillé avec vous, soit les élus de la ville de Rouen. Je n'en tire aucune gloire. Par contre, je peux dire quand même que je suis consterné parce que nous devrions, sur ces sujets qui touchent à l'humanisme, en réalité, nous retrouver dans un large consensus. Je constate que non seulement ce n'est pas le cas, mais qu'il y a même une volonté politique de le fragmenter, de ne pas regarder ces sujets, de les minorer, de les invisibiliser. Je veux aussi témoigner du fait que nous avons, dans ce mandat, nous avons été élus en 2020, eu à travailler avec les services déconcentrés de l'État, c'est-à-dire la préfecture, avec deux préfets, M. Durand et M. Berger. Je veux dire, sans attaquer les personnes, que nous avons constaté en Seine-Maritime, comme dans d'autres départements, qu'alors que le droit donne une marge de manœuvre aux préfectures et singulièrement aux préfets pour agir dans un sens ou dans un autre, pour faciliter des procédures
dans le respect du droit, ou pas. Eh bien, nous avons constaté, en particulier, je suis quand même obligé de le confirmer, dans le début du mandat, c'est-à-dire avec le premier des deux préfets que j'ai cités, mais je suis quand même aussi obligé de dire que la situation ne s'est pas magnifiquement améliorée depuis, nous avons constaté que ces marges de manœuvre n'étaient clairement pas, non seulement utilisées par la préfecture, mais que là encore, cette non-utilisation résultait d'une volonté politique. Depois, no curso de família, encontrei um moço. Et en fait, vu qu'elle était à RSC, et partait à Formule, et là-bas, il avait croisé des membres du collectif. Ele me disse que tem coletivo. Et en fait, il s'est croisé avec les gens du collectif, et c'est grâce à ces jeunes-là qu'il avait amené au collectif. E agradeço muito ao coletivo. Agradeço muito ao coletivo. Comment on peut dire? Elle remercie le collectif Por tudo que eles estão a fazer por mim. pour tout ce que le collectif fait pour elle. Se não nessas horas, se não sei onde é que eu estou. Si ce n'était pas le collectif, à cette heure, je ne sais pas où je serais. Eu sou órfã de pai e mãe. En fait, Aqui eu não tenho família. ici, c'est pas les familles. C'est vraiment touché. C'est bon. C'est bon. Si vous voulez, madame, vous pouvez l'applaudir, s'il vous plaît. Donc pour vous dire, c'est de la subjectivité à tout prix. On n'a pas, si on a des actes d'état civil, parce que maintenant c'est le cas, il y en a plein qui ont des actes d'état civil et les évaluateurs les excluent en disant que les modes d'obtention sont douteux et donc du coup on ne peut pas en tenir compte. Et donc les jeunes se retrouvent après une période d'évaluation qui peut normalement de mise à l'abri pour avoir l'évaluation de quelques jours, se retrouvent à la rue. Et nous, en tant qu'avocats, c'est à partir de ce moment-là que les assos viennent nous voir, pour les jeunes qui vont voir des assos, pour nous contacter, et nous on va faire un recours devant le juge des enfants. Ce recours devant le juge des enfants, comme on a l'évaluation, on sait ce qui s'est dit, le but c'est pas d'aller devant le juge des enfants en disant il est mineur. En fait, concrètement, aujourd'hui, en droit, il n'y a pas de présomption de minorité. Selon moi, selon mon interprétation, il y en a une, selon celle des juges, il n'y en a pas. Donc du coup, comme c'est les juges qui ont le pouvoir, il n'y a pas de présomption de minorité. Donc, quand on reçoit les jeunes, ça prend un certain temps, on veut des documents d'état civil. Et ces documents d'état civil, eh ben, il faut qu'ils viennent du pays. Et lorsqu'ils arrivent du pays, à partir de ce moment-là, on va saisir le juge des enfants. Et on va se retrouver devant le juge des enfants. Alors l'audience, elle dure un quart d'heure, 20 minutes. On reprend ce qu'a dit l'évaluation. On questionne peut-être aujourd'hui de plus en plus quand même l'évaluation et les évaluateurs. Et on va regarder les documents d'état civil. Il y a un principe en droit qui est la présomption d'authenticité des documents d'état civil, c'est l'article 47 du Code civil. Ce principe vaut que, de base, les documents d'état civil qu'on présente sont authentiques, sauf irrégularité manifeste ou sauf s'ils ont été analysés, falsifiés ou contrefaits. Aujourd'hui, devant le juge des enfants, c'est pas la PAF. Le juge des enfants, c'est pas la police frontière, il n'a pas de pouvoir d'analyse des documents d'état civil. Devant le juge des enfants, aujourd'hui, on a des juges des enfants qui nous prennent les documents d'état civil et qui nous disent il y a des irrégularités par rapport à ça. Il y a des juges des enfants qui vont s'estimer compétents en matière de droit guinéen, de droit ivoirien, de droit bangladais, dans tous les droits possibles autres que la France, pour nous dire ce document d'état civil n'est pas valable. Et donc, soit j'estime que le jeune n'est pas mineur et donc je mets fin à sa prise en charge, soit j'ordonne un test osseux. Et c'est sur les tests osseux que je vais un peu plus développer et essayer de ne pas être trop ennuyant parce que c'est un peu technique. Enfin, pas que vous n'ayez pas les connaissances, c'est pas ça, c'est que c'est vraiment des stats. En gros, le test osseux n'est possible que sur autorisation judiciaire, donc donné par un juge ou un procureur, que si, en l'absence de documents d'état civil ou en estimant qu'il y a une irrégularité, en gros, en estimant qu'il n'y a pas de minorité, ou en tout cas, non, en estimant qu'il y a une majorité manifeste. Donc,
simplement, les juges des enfants vont dire « j'écarte les documents d'état civil et j'ordonne un test osseux ». À Rouen, le test osseux, il est fait sur les clavicules et le poignet. Le poignet, ça date des années 60, c'est ce qu'on appelle Greely-Shepyle. C'est un atlas qui, en gros, à partir de 17 ans, on est majeur, et en dessous de 17 ans, il n'y a aucune fiabilité. Sachant qu'à la base, Greely-Shepyle, c'est pas pour savoir quel âge a la personne, c'était pour, je sais même plus, je crois que c'était par rapport à une pathologie, donc du coup, on n'est pas du tout sur la question de savoir si la personne est mineure ou majeure au début de Greely-Shepyle. Par contre, ce qu'on a de plus en plus, c'est des clavicules. En fait, on va faire un scanner, donc une radiographie des clavicules, et on va voir au niveau de la densité d'ossification osseuse où on se situe en fonction de différents stades. Et donc, on va estimer que le jeune il situe stade 2B, 2C, 3, 3A, 3B, 3C, enfin, je vous donne des stades comme ça. Et après, en fonction des différentes études qu'on a, en fonction des différentes tables d'études qu'on a, qui sont faites du coup sur des populations, pour vous dire l'échantillonnage des études, j'en ai jamais vu à plus de 500. Donc 500 c'est hyper petit, enfin, on a un échantillonnage qui est très très faible. Mais on va avoir une marge d'erreur, par exemple sur le 3C qu'on peut avoir beaucoup, sur une table qui s'appelle Viceva-Schmeling, donc deux scientifiques Viceva-Schmeling qui l'ont fait, ils vont estimer que le jeune a entre 19 et 30 ans. Et donc du coup, on a un écart d'âge qui est assez important. On n'a aucune fiabilité, mais c'est surtout que si je prends une autre table qui est celle de Thomas Passepong, là, on va avoir une marge d'erreur entre 17 et 27 ans, je crois. C'est important que je vous dise ça, pourquoi? Parce qu'en fait, dès lors qu'on a de la minorité dans le test osseux, et il y a un doute sur la minorité, il doit y avoir placement. Le test osseux, il n'est pas là pour donner un âge. Le test osseux, en fait, il est là pour rassurer les juges, pour dire, parce que les juges se disent, et je les comprends en quelque sorte, ils se disent, j'ai pas les compétences, j'ai pas les connaissances, et donc moi, ma plus grande peur, c'est de mettre un majeur avec des mineurs et qu'après, on puisse me le reprocher. Donc du coup, je demande au professeur de faire ça, enfin au professeur, à l'expert en gros médical, de faire ça, et moi, après, je suis l'expertise médicale. Mais derrière, ils ne vont pas réfléchir à ce qu'est l'expertise médicale. Ce que je voulais vous dire, c'est justement que comme l'expertise médicale, aujourd'hui, elle n'est pas du tout stable, elle n'est pas du tout fiable, et qu'en fonction des stades et des tables sur lesquelles on se pose, on peut avoir de la minorité. Et donc, grosso modo, la majorité des jeunes que j'ai vus qui avaient des stades 3C auraient dû être placés. Et ils ne l'ont pas été. Et c'est là, en fait, où c'est un problème. Et c'est là où, derrière, le droit, en tout cas tel qu'il est appliqué aujourd'hui, il n'est pas à la hauteur. C'est-à-dire que sur les documents d'état civil, on les écarte. On les écarte, mais on ne va jamais interroger les autorités consulaires guinéennes. On ne va jamais interroger les autorités consulaires ivoiriennes, ni les autorités consulaires maliennes. Enfin, je peux le faire avec toutes les autorités consulaires. Alors que les jeunes, quand ils arrivent et qu'ils ont des documents d'état civil, eh ben eux, ils vont aller faire les démarches. Ils vont aller faire les démarches auprès des autorités consulaires guinéennes pour avoir une carte consulaire, auprès des autorités consulaires maliennes pour avoir un passeport, pour avoir une fiche INA, pour avoir une carte consulaire. On a tous ces éléments-là qui vont justement démontrer de leur minorité. Et derrière, on nous refuse encore le fait que, on a écarté des documents d'état civil, alors même qu'on n'a pas la preuve qu'ils n'étaient pas bons. Et qu'on a ordonné un test osseux, alors même que dans le test osseux, on a des éléments qui vont en faveur de la minorité. Aujourd'hui, on a énormément de difficultés pour faire respecter, pour moi, le droit. Pour faire respecter le droit des mineurs non accompagnés. Il ne faut pas oublier que qui dit mineur non accompagné dit mineur, dit assistance éducative. On n'a pas plusieurs mineurs différents, on a des mineurs. Et donc dès lors qu'on a des mineurs, dès lors qu'on a des mineurs qui sont à la rue, il doit y avoir un placement auprès de l'aide sociale à l'enfance. Et aujourd'hui, on voit un département à côté qui refuse catégoriquement de prendre en charge des mineurs. Et dès lors qu'il y a une décision de la part du juge des enfants de prise en charge, donc vous avez vu un petit peu par où on est passé quand même avant d'avoir la décision de prise en charge, on est passé par un parcours qui peut être traumatique, qui l'est très souvent, on est passé par une audience on est passé par une évaluation qui est elle aussi traumatique, par une audience devant le juge d'enfant. Entre les deux, parfois on a eu 2 mois où le jeune était à la rue, et après on se retrouve in fine avec un placement. Ça y est, on a le Graal, on a le placement. Sauf qu'à partir de ce moment-là, le département ne respecte pas le droit non plus, parce qu'il place les jeunes à l'hôtel. Depuis la loi Taquet de 2022, je vous le dis, il y a une interdiction de placer les jeunes à l'hôtel. Ils doivent être placés dans des structures spécialisées, des SAMNA, des services d'accueil de mineurs non accompagnés. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, j'ai des jeunes qui passent plus de 8 mois à l'hôtel avant d'intégrer un SAMNA. Quand on saisit le tribunal administratif d'un référé minoritaire, quand on saisit le tribunal administratif pour dire il y a un problème, le tribunal administratif
me dit « démontrez-moi l'urgence ». C'est-à-dire que j'ai des jeunes qui sont à l'hôtel pendant 8 mois et ils ne pensent pas qu'il y a une urgence à statuer sur leur cas et à imposer au département le placement dans les structures adéquates. Aujourd'hui, on est dans cette situation-là. On a un département pareil qui va faire appel de plus en plus des jugements de placement du juge des enfants. On a un département qui, et on les a vus à plusieurs reprises, qui refuse de prendre en charge les jeunes. Nous, quand on les questionne justement par rapport au CAPS, par rapport à l'évaluation, parce que l'évaluation, elle n'est pas contradictoire, c'est-à-dire que nous, en tant qu'avocats, on n'est pas là pendant l'évaluation. C'est-à-dire que le jeune, il se retrouve tout seul face à 2 évaluateurs, et il est tout seul de son côté. On ne sait pas comment ça se passe, nous, exactement, l'évaluation. Et ça pose problème. Et là, derrière, le département, il ne fait rien pour l'évaluer. Le département, il ne faut pas oublier que c'est lui qui est en charge de l'aide sociale à l'enfance. C'est lui qui doit œuvrer dans l'intérêt des mineurs. Et on voit qu'il y a une vraie différence entre les mineurs, j'ai envie de dire, et les mineurs isolés étrangers. Il y a une vraie différence qui est marquée par le département. Pour vous donner, et je vais en finir par là, mais pour vous donner quelques chiffres, sur une mise en place MEX, en gros un foyer pour mineurs, j'ai envie de dire un foyer pour mineurs classique, on va être à un peu plus de 200 € la journée, le prix de la prise en charge. Pour un SAMNA, donc le service d'accueil des mineurs non accompagnés, on est entre 60 et 70 €. Pour une prise en charge de l'hôtel, on est à 30 €. Voilà exactement ce qui aujourd'hui il y a comme problème. On a un défaut de prise en charge dès lors que les jeunes sont reconnus mineurs. Et donc, on arrive à un point où ça en devient compliqué. Et, mais je voulais passer sur une note positive, quand même, parce que c'est compliqué, mais on a de plus en plus de victoires. Et c'est aussi grâce à vous, c'est-à-dire qu'on fait changer les choses. Et j'ai l'espoir qu'on les fasse changer encore plus. On les fait changer auprès du département déjà sur la prise en charge jeunes majeurs. Le département plie de plus en plus, c'est-à-dire qu'ils ont une obligation de prendre en charge entre 18 et 21 ans. Il y a des fois où ils ne le faisaient pas en se disant on le laisse de côté et ça se trouve il n'y aura pas de recours. Sur les recours maintenant ils plient et donc on a des prises en charge jeunes majeurs tout le temps. On a un rectorat qui nous écoute pas encore, mais sur lequel vous avez été reçus et on espère que ça va avancer pour avoir une scolarisation. On a des décisions du juge des enfants qui évoluent. Et donc c'est pour ça que moi je voulais vous féliciter parce que c'est aussi grâce à vous que tout ça évolue et que ça a besoin d'évoluer. C'est grâce à votre force, à votre en-tête, le fait que vous soyez présent, le fait que vous soyez visible, qu'on fait avancer le droit et la pratique et qui permettent justement plus tard et encore aujourd'hui de vous faire reconnaître en tant que mineur et de vous accompagner par la suite. Donc bravo à vous. Mais la solidarité ne suffit plus. Aujourd'hui, nous interpellons l'ensemble de la classe politique et les institutions à tout faire pour améliorer les conditions de vie des mineurs non accompagnés. Nous ne demandons pas la charité. Nous exigeons à l'application des droits de l'enfant et la dignité humaine. Il est temps de trouver des solutions concrètes et pérennes pour tous les mineurs isolés étrangers, parmi lesquels nous pouvons citer, entre autres, l'éducation, parce qu'un mineur sans école est un avenir qu'on assassine. Nous exigeons un accès immédiat et sa condition à la scolarisation et aux formations professionnelles. La santé, car soigner n'est pas une option, c'est un devoir. L'accès aux soins physiques et physiologiques doit être garanti pour tous ceux qui ont traversé l'exil. Que dire du logement? On ne peut pas étudier ni construire un avenir quand on dort à la rue ou dans la précarité du squat. Un toit dit est le premier pas vers l'insertion. Le racisme et le fascisme
se nourrissent à l'indifférence et la division. Nous vous battons en vous battant pour les mineurs étrangers. Vous vous battez pour une société plus juste pour tout le monde. Nous restons debout. Nous restons mobilisés. La lutte continue. Et c'est ensemble que nous la gagnerons. Merci à tout le monde d'être présent. Solidarité. Tout le monde. Solidarité. Avec les jeunes mineurs. Isolés. Avec les jeunes mineurs. Isolés. Mais qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Merci à tous. Merci. Qui fait écho à une volonté politique nationale. Et pour ma part, je regrette comme maire, je vous ai dit, je vous parle comme maire, mais je témoigne du fait qu'à ce jour, et sauf erreur de ma part, mais corrigez-moi si je me trompe, les seuls élus, c'est-à-dire ceux en capacité de décider et d'indiquer au service faites ci, faites ça, agissez comme ci, agissez comme ça, qui vous ait reçu et qui ait travaillé avec vous, soit les élus de la ville de Rouen. Je n'en tire aucune gloire. Par contre, je peux dire quand même que j'en suis consterné parce que nous devrions, sur ces sujets qui touchent à l'humanisme, en réalité, nous retrouver dans un large consensus. Je constate que non seulement ce n'est pas le cas, mais qu'il y a même une volonté politique de le fragmenter, de ne pas regarder ces sujets, de les minorer, de les invisibiliser. Je veux aussi témoigner du fait que nous avons, dans ce mandat, nous avons été élus en 2020, eu à travailler avec les services déconcentrés de l'État, c'est-à-dire la préfecture, avec deux préfets, M. Durand et M. Berger. Je veux dire, sans attaquer les personnes, que nous avons constaté en Seine-Maritime, comme dans d'autres départements, qu'alors que le droit donne une marge de manœuvre aux préfectures et singulièrement aux préfets, pour agir dans un sens ou dans un autre, pour faciliter des procédures dans le respect du droit, ou pas. Eh bien, nous avons constaté, en particulier, je suis quand même obligé de le confirmer, dans le début du mandat, c'est-à-dire avec le premier des deux préfets que j'ai cités, mais je suis quand même aussi obligé de dire que la situation ne s'est pas magnifiquement améliorée depuis, nous avons constaté que ces marges de manœuvre n'étaient clairement pas, non seulement utilisées par la préfecture, mais que là encore, cette non-utilisation résultait d'une volonté politique. Et je veux témoigner devant vous de cela, et je veux dénoncer cela avec vous et avec tant et tant d'associations. Nous nous sommes souvent retrouvés au tribunal administratif. Je crois qu'il y a encore une manifestation demain, sauf erreur, à Debussy, l'école de Debussy. Je discutais, quand on m'interpellait, on me demandait où j'étais avant que je vienne ici, j'étais en train de parler avec Ardita Salut, qui est une des familles que nous avons soutenues. Je peux donner des exemples, nous pouvons collectivement donner beaucoup d'exemples concrets qui témoignent de cette volonté politique de, pour le dire trivialement, mettre des bâtons dans les roues et ne pas utiliser les marges de manœuvre qui existent en droit français sur les questions qui nous préoccupent ce soir. C'est inacceptable. Et il y a d'autres départements, et il y a d'autres préfectures, et il y a d'autres préfets, et il y a d'autres temps où ça ne se passe pas comme ça. Je veux enfin, je ne veux pas être trop long et je ne peux pas ne pas en parler, témoigner du fait que nous avons vécu aussi, moi indirectement, je ne suis pas le plus directement concerné, ce serait malhonnête de le dire, néanmoins, nous avons vécu des drames humains, des morts, tout le monde sait à qui je fais allusion dans cette salle, des situations dramatiques, des décès, des situations terribles sur le plan de la santé mentale, sur le plan de la délinquance, et comme ça a été dit tout à l'heure, des gâchis humains. Je crois fondamentalement, profondément, que ça n'est pas l'intérêt de notre société
non seulement de masquer ces gâchis, masquer ces décès, masquer la responsabilité de notre République, je m'inclus dedans, de notre République dans ces situations. Il ne s'agit pas de faire croire n'importe quoi, il s'agit de regarder la réalité en face. Ça n'est pas l'intérêt de notre société, et je prétends que ça n'est pas non plus conforme aux valeurs de notre République, au fronton de laquelle se trouve le mot fraternité. Au fronton de laquelle se trouve le mot fraternité. Sororité si vous voulez, fraternité. Du côté de la mairie, on a eu des discussions, parfois on n'était pas d'accord d'ailleurs, sur le chemin, sur la façon de visibiliser, sur les solutions à trouver individuelles, collectives. Est-ce qu'on a toujours trouvé le bon chemin de notre côté? Sans doute pas. Mais je peux dire, et pour le coup je l'assume, que je suis fier d'avoir pu trouver des solutions d'hébergement, des solutions de visibilisation et un écho en droit, au tribunal, en politique, auprès de la préfecture, auprès de l'État. Et que je souhaite que nous continuions à Rouen. J'en dirai pas plus, parce qu'après ce sont les élections et c'est aux électeurs de trancher. Mais je souhaite qu'à Rouen, qui est une ville qui a plus de 2000 ans d'histoire, qui est une ville qui s'est construite sur le mélange des cultures, avec notamment les populations africaines, du continent africain, mais pas seulement, qui est une ville portuaire, qui est une ville par nature ouverte sur le monde, qui est une ville dont la diversité est au creuset de sa force et de sa beauté, y compris dans les moments sombres de l'histoire de France, par exemple je pense à l'esclavage. Je veux dire que je souhaite que notre ville demain continue, avec d'autres, parce qu'on n'est pas les seuls, de porter ces valeurs républicaines qui, et je termine par là, malheureusement, dans notre pays, sont parfois mises au banc, attaquées, y compris au tribunal, y compris par l'État lui-même. C'est mon dernier témoignage. Dans notre mandat, avec Zora, nous avons eu à nous faire attaquer par la préfecture parce que nous avions adhéré à l'Association nationale des villes et territoires accueillants. Je dis factuellement les choses. Nous avons adhéré à l'Association nationale des villes et territoires accueillants. Nous avons été attaqués par l'État via la préfecture pour cela. La justice nous a donné raison et l'État a perdu. Je suis content que nous ayons gagné, mais je suis consterné que nous ayons été attaqués. Et non, il ne faut pas m'applaudir. Il faut souhaiter que demain, Rouen continue de porter ses valeurs dans la dignité humaine, dans le respect du droit, et du droit international, de l'universalité des droits humains que vous avez cités. Et il faut aussi, et surtout, à vrai dire, souhaiter que l'État retrouve le sens de notre République. Merci. L'hébergement à Collectif 1 qui a duré 3 mois, et après il y a eu 15 places offertes à la mairie devant la gare de Rouen. La question que les jeunes se posent en ce moment, c'est la solution d'hébergement était censée durer jusqu'à fin mars. Après fin mars, depuis avril, quel serait leur avenir? Avez-vous une solution pour eux? C'était la question que les jeunes se posent, m'ont demandé, m'ont chargé de vous transmettre. J'ai compris. Merci. Bien sûr, la question est légitime et je comprends parfaitement le traumatisme. Je dois dire aussi par honnêteté que nous avons des demandes nombreuses dans d'autres domaines. Je ne vais pas citer de nom, mais je peux vous dire qu'il y a 2 jours, il y a une Ukrainienne qui s'est jetée dans la Seine, qui a été récupérée, qui est au CHU, en soutien, qu'il y a plein d'autres demandes et qu'il ne s'agit surtout pas de faire de compétition entre les traumatismes. Donc, c'est difficile de vous donner une réponse complète. Je peux dire aussi que nous sommes dans une situation de carence et de défaillance volontaire du département, dont ce serait normalement, c'est la responsabilité première. Et que je ne veux pas non plus que parce que nous agissons, nous servions finalement de caution pour ce désengagement. Parce que c'est concrètement ce qui se passe, en fait. Et tout le monde le comprend. Ensuite, c'est une réponse qui ne va pas vous plaire, mais je vais la dire quand même, parce que je suis obligé de le dire. Après mars, c'est après les élections. C'est aux futurs élus d'en décider. Et je n'ai pas le droit, aujourd'hui dans cette salle, de vous dire autre chose. Je n'ai pas le droit aujourd'hui, parce que je ne suis pas ici dans un contexte de campagne, de vous dire je m'engage à ceci. Ce serait facile, je pourrais vous le faire, et voilà. Ce serait malhonnête de ma part, ce sera aux futurs élus. Maintenant, ma position, vous la connaissez. J'ai toujours voulu que l'on ait un dialogue qui soit franc,
et qui soit constructif. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a trouvé finalement des solutions. Vous en avez rappelé quelques-unes. Il y en a eu d'autres. Je peux aussi vous citer les courriers que j'ai signés, les rendez-vous au tribunal, les rendez-vous à la préfecture. Vous connaissez donc notre position. Vous pouvez deviner qu'elle ne changera pas pour la suite. Mais je m'arrête là, tout simplement parce qu'il y a un code électoral que je dois... De la migration, quoi. Parce que moi, je n'ai pas commencé par la France. Il m'a fallu passer par le nord pour y traverser et venir jusqu'en État fédéral, dans nos fédérations, disons. On a l'habitude de s'exprimer au moins, si on a les moyens. Bon, il a fallu beaucoup de temps aussi. Donc, bon, passer à ces délires. Bon, je me suis rencontré avec plusieurs personnes, comme vient de dire monsieur ici. Bon, comment il vient de dire la soutenance des mineurs. Sur la base, moi je suis, en effet, si j'étais mineur, je vous donne l'exemple que j'étais mineur d'après à l'autre, que quand j'étais rentré en Europe. Autant que j'étais rentré en Europe. Bon, du coup, il m'a failli, il y avait l'attentat à Nice. Bon, je vous donne mon titre. Il m'a fallu obligé de me barrer au nord, passer par la Suisse. Un rassemblement qui se tiendra devant le même rectorat qui refuse de scolariser tous ces nombreux jeunes qui sont là aujourd'hui. Ce rassemblement se tiendra le mercredi 11 mars 2026 à partir de 15h devant le rectorat de l'Académie de Normandie. Et à la suite de ça, s'il n'y a pas de prise de parole, nous vous invitons à vous joindre à nous tous dehors pour le pot fraternel, un peu pour échanger encore. Merci. Bravo.